Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire de présentation des premiers résultats de l'Observatoire DevSecOps. Nous allons démarrer. Ce webinaire sera animé par Nathan Srour, qui est le senior manager chez Team Spirit, notre partenaire, et Guillaume Alex, qui est notre consultant expert sur le sujet DevSecOps. Donc, avant de démarrer, quelques informations pratiques. On va muter toutes les lignes pour assurer le confort de tous les participants. Et comme vous pouvez le voir sur le slide qui s'affiche, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le module questions qui se trouve en bas à droite de l'écran et on y répondra à la fin du webinaire. Vous avez également la possibilité de télécharger la présentation slide ainsi que la documentation dans le module Handout qui se trouve également en bas à droite de l'écran. Donc une fois qu'on a dit ça, l'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui ? On va démarrer par une présentation des résultats de l'Observatoire DevSecOps, puis on va continuer avec les points clés à retenir. On finira par une vision DevSecOps de Microfocus et en fin de session, on répondra à toutes vos questions. L'Observatoire DevSecOps, donc Microfocus, est un acteur incontournable sur le marché du DevOps et également du DevSecOps. Donc, il nous a paru pertinent de lancer en début d'année le premier Observatoire DevSecOps à destination des directeurs informatiques et des grandes entreprises du marché français. Donc, cette étude a été menée en début d'année. Donc, il y a eu 18 questions clés qui ont été posées pour mieux appréhender cette nouvelle initiative et également mesurer l'état d'adoption de l'initiative DevSecOps. Donc, il y a plus de 2000 professionnels qui ont participé au sondage, comme vous pouvez le voir. Et l'enjeu de cette nouvelle initiative, c'est d'intégrer la sécurité en continu dans le cycle de vie applicatif. Donc une fois qu'on a dit ça, je vais passer la main à Nathan pour la suite et de la présentation des résultats. Merci Zinat, bonjour à tous. Je vais d'abord introduire la présentation de ces résultats en vous citant quelques chiffres clés qui me paraissent très importants. Je vais d'abord citer un chiffre clé qui a été publié par Threatmetrix et qui témoigne que les cyberattaques augmentent de manière très importante, 170% d'augmentation en 2017, et le phénomène ne cesse de s'amplifier. Sans parler du coût de ces cyberattaques qui a bondi de plus de 25% par an et de plus de 70% ces 5 dernières années, d'après une étude d'Accenture. En France, d'ailleurs, lorsqu'une entreprise en est victime, la facture de l'incident s'élève en moyenne à 8,6 millions d'euros. Ce sont des chiffres qui peuvent donner quelques sueurs froides. Et c'est ce qui explique en grande partie la progression des dépenses informatiques sur le marché des solutions de sécurité informatique. Selon Gartner, elle serait de plus de 20% sur la période 2018-2019. Et le total des dépenses au niveau mondial devrait dépasser 124 milliards de dollars. Donc voici pour le cadre. Maintenant, je vais passer donc à la présentation des résultats de l'enquête Microfocus. Sur la première partie, par rapport donc au panel des répondants, on peut observer que la diversité de ces répondants à cette enquête, que ce soit en termes de secteur d'activité, de taille d'entreprise ou encore de fonction, montre clairement que la protection des actifs informatiques de l'entreprise est devenue une préoccupation partagée par tous les collaborateurs de la DSI. Tous les secteurs d'activité sont exposés et toute organisation qui aujourd'hui s'appuie sur des technologies numériques est par essence vulnérable aux cyberattaques. Concernant l'état des lieux, on voit que par rapport aux applications qui sont aujourd'hui développées, le résultat est très significatif puisqu'il dénote une démarche croissante en termes de digitalisation des process métiers et également en termes de développement des offres digitales qui sont nettement orientées vers le client final. Les risques de sécurité sur le web et le mobile ne sont pas encore bien maîtrisés par les entreprises, notamment par manque de formation des administrateurs systèmes, réseaux ou encore de la plupart des développeurs web. Parmi les failles les plus fréquentes, on retrouve chez nos clients celles qui portent sur la conception applicative, le code mal sécurisé, la configuration des infrastructures, en particulier sur le cloud, et également le manque de chiffrement des informations qui permettent à l'utilisateur de s'authentifier.
Nous recommandons à nos clients de réaliser des tests d'intrusion fréquents ainsi que des scans du code afin de déceler les potentielles vulnérabilités et les corriger de façon proactive. Dans la mesure du possible, sachant que ces tâches s'avèrent répétitives dans un cycle de développement agile, il est également fortement recommandé de les automatiser. Concernant les applications déployées, on voit que malgré une prépondérance du déploiement applicatif on-premise, l'usage croissant du cloud hybride et public va induire de nouveaux challenges pour sécuriser les données sensibles. De même que les DSI rencontrent des problèmes de configuration sur les infrastructures on-premise, il en va de même pour les infrastructures dites cloud. Je peux d'ailleurs vous citer un chiffre intéressant du rapport Headlock paru en mai 2018. Aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises qui n'ont pas sécurisé efficacement leur service cloud de stockage en 2017 ont subi en conséquence une fuite ou un vol de données stockées. Ce ne sont pas les opérateurs cloud qui sont responsables de cette situation, mais bien l'aptitude des DSI à maîtriser la sécurisation des services cloud. Un autre exemple frappant concerne les patchs critiques à mettre à jour pour combler des failles de sécurité dans le cloud public. Environ un quart des entreprises ne les téléchargent pas à ce jour, ce qui atteste à nouveau d'un manque d'acculturation à la sécurité informatique. Les besoins de montée en compétence des équipes de la DSI pour asseoir la maîtrise des services en cloud est très significative. Je peux vous citer d'ailleurs un parcours de formation que j'ai créé récemment pour l'un de mes clients qui souhaite lancer une transformation vers le cloud et qui fait appel aux services cloud de plusieurs grands opérateurs. Donc, vous les connaissez tous, Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, GCP. Aujourd'hui, dans le parcours de formation, on a environ 30 jours hommes prévus pour maîtriser l'ensemble du cycle de vie des applications et des infrastructures. Et 5 jours hommes sont consacrés uniquement aux enjeux de sécurité, de configuration et sur le développement avancé de solutions. Donc on voit que l'investissement nécessaire pour permettre aux équipes de la DSI de bien maîtriser la sécurité dans le cycle de vie applicative est extrêmement important. Au niveau de la partie 3, qui va concerner donc le DevOps et la sécurité dans le cycle applicatif, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces réponses? Premier élément important, on voit que dans cette étude, les initiatives d'automatisation du cycle de vie applicatif sont considérées prédominantes pour les répondants. De nombreuses entreprises voient l'automatisation comme un moyen d'accroître la productivité, la rapidité d'exécution, mais également de réduire les tâches répétitives qui sont source d'erreurs humaines. Sur le terrain, on constate que nos clients les plus avancés en termes de maturité mettent en place aujourd'hui des centres de compétences dédiés à l'automatisation des tâches. Par ailleurs, l'agilité et la transformation numérique semblent également être au centre des débats pour l'adoption de l'automatisation, notamment dû au cycle itératif de développement qui est induit. Donc, au-delà des démarches d'automatisation, nos clients et leur direction générale en particulier insufflent un changement de culture auprès des DSI en termes de pratiques de sécurité depuis de nombreuses années, et on le constate notamment depuis l'avènement des nouvelles législations comme la RGPD qui contraint les entreprises à gérer plus efficacement la protection et la confidentialité des données de leurs clients. Concernant les incidents de sécurité, on constate clairement chez nos clients un manque de sensibilisation des opérationnels de la filière informatique de l'entreprise. Que fait-on des problèmes de sécurité qu'on a identifiés? On s'aperçoit qu'en fait les bonnes pratiques qui permettent de gérer les problèmes ne sont pas encore adoptées ou peu adoptées par les DSI, ce qui ne va pas encourager à la définition et à la mise en œuvre de plans de prévention, ou même à la prise en compte des nombreuses recommandations qui sont établies à la suite des rapports d'audit. Le manque de formalisme des retours d'expérience également ne permettent pas de capitaliser en transverse de la DSI. Et comme l'approche DevOps le suggère, les boucles de rétroaction entre les Ops et les équipes de dev agiles sont encore trop rares sur ces aspects de sécurité, ce qui ne permet pas d'enrichir en continu le relevé des besoins en termes de sécurité applicative. On peut également noter qu'un tiers des répondants estiment n'avoir jamais rencontré d'incident de sécurité. Cette réponse devrait être en soi une source d'inquiétude pour l'entreprise, car elle signifie très certainement
l'incapacité de la DSI à détecter ces vulnérabilités informatiques. Les sociétés en question ont probablement été victimes de cyberattaques sans même qu'elles ne s'en rendent compte. Est-ce qu'on intègre la prévention des risques et la sécurité dans les projets DevOps? On voit que globalement, il y a encore une marge de progrès à réaliser et on peut expliquer cela dans un time to market qui est important. Le ralentissement du cycle de livraison est problématique. Les équipes de développement peuvent ressentir une certaine frustration concernant le temps nécessaire à la bonne construction d'un code sécurisé. Ce ressenti peut être lié au fait que les équipes de développement sont confrontées à la rigidité de processus imposée par la sécurité. On peut aussi, dans les raisons possibles, identifier le fait que l'exécution manuelle des tests de sécurité, lorsqu'ils existent, est problématique parce qu'on manque d'automatisation et donc la charge de travail nécessaire est importante. On s'aperçoit également qu'on alloue peu de temps aux exigences de sécurité. Il paraît assez évident que les équipes ne consacrent pas le temps nécessaire à la définition de ces exigences, tout comme aux tests qui permettent d'assurer le respect de ces exigences pour les applications. On voit également des problématiques de priorisation. Les enjeux de time to market font que la sécurité n'est pas considérée comme prioritaire dans beaucoup d'entreprises. Et on voit également une absence de considération en amont dans la phase de développement. Pour 2/3 des répondants d'ailleurs, la sécurité n'est pas intégrée dès le début de la phase de développement. On constate également, comme je l'ai dit tout à l'heure, un manque de compétences des équipes. D'après les répondants de cette enquête, les équipes agiles ne sont pas assez sensibilisées aux bonnes pratiques de sécurité informatique. Et d'ailleurs, ces derniers sous-estiment même leurs compétences en matière de cybersécurité. Concernant la partie 3, DevOps et sécurité dans le cycle applicatif. On voit que les répondants perçoivent très bien les avantages des initiatives DevSecOps, majoritairement ce qui concerne le respect des exigences de sécurité et de conformité. En effet, les entreprises qui ne sont pas conformes aux nouvelles réglementations comme la RGPD se voient infliger des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires annuel. Et d'ailleurs, les premières sanctions en France sont déjà tombées. Par exemple, la CNIL a récemment infligé une sanction record de 50 millions d'euros à Google pour manquement à ses obligations au règlement général européen de protection des données. On peut également citer la protection des données clients, qui est une préoccupation majeure des DSI. On sait que l'atteinte à l'image de l'entreprise en cas de fuite des données avérée peut lui être extrêmement préjudiciable. Comme vous le savez, la confiance des clients est très difficile à gagner, mais très facile à perdre. L'automatisation va permettre aussi aux équipes de développeurs de pouvoir revenir à des versions antérieures qui vont permettre, en cas de faille, de revenir à un code sécurisé. Et puis enfin, on sait que plus un bug est détecté tardivement dans le cycle de vie d'une application, plus son coût de résolution est élevé. En effet, un bug de sécurité qui est repéré en production va coûter 100 fois plus cher à résoudre que lorsqu'il a été détecté dans la phase de spécification. Il est clair qu'en automatisant les tests de sécurité sur l'ensemble du cycle de vie applicatif, le coût potentiel de non-qualité pour l'entreprise sera infiniment moindre, sans évoquer les problématiques d'image de marque de l'entreprise. De plus, le traitement des vulnérabilités de façon intégrée va permettre de ne pas ralentir le rythme des livraisons. On continue sur la partie 3. Comment peut-on qualifier la collaboration entre les équipes de développement et celles d'audit et de sécurité? On constate par rapport à la lecture du graphique que les équipes de la DSI n'ont adopté que partiellement le travail collaboratif. La sécurité reste la prérogative des spécialistes et la responsabilité en cas de risque avéré n'est pas réellement partagée par les collaborateurs en charge du développement informatique. Un spécialiste de la sécurité informatique ou un product owner, un propriétaire de produit dans la définition agile, ne sont pas forcément en mesure de rédiger correctement des stories, donc des cas d'usage en lien avec la sécurité. Car ce ne sont pas vraiment des user stories, mais plutôt des cas d'usage qui vont être exprimés par les développeurs et les architectes pour prévenir les vulnérabilités. Ces cas d'usage, ces stories, sont plus perçus comme des contraintes supplémentaires et donc la tentation de les mettre de côté est grande, tant est que le propriétaire de produit n'en exprime pas le besoin de façon explicite. Il faut être donc en mesure de créer des stories, des cas d'usage, qui illustrent des usages déviants des applications et réfléchir en se mettant dans la peau d'un hacker informatique.
On part souvent du postulat que nos systèmes informatiques évoluent dans un domaine de confiance, ce qui nous empêche de réfléchir librement aux comportements potentiellement malveillants. On va également parler, dans la terminologie anglophone, d'abuse case pour comprendre le comportement du système face aux attaques et aux défaillances et répertorier les vulnérabilités à combler. Toujours sur la partie 3, est-ce que l'on réalise des audits de sécurité applicatif par le biais de sociétés externes? Eh bien, on peut s'apercevoir donc à la lecture du graphique que la majorité des répondants n'adoptent pas de mesures de sécurité proactives en cherchant à combler de façon efficace et préventive les failles de sécurité. La sécurité informatique, c'est le problème de tous et pas uniquement du responsable de la sécurité des systèmes d'information. Le manque de visibilité sur les menaces n'incite pas non plus à la prévention. Est-ce que les entreprises ont des projets d'investissement DevOps? On voit que globalement, oui. Les initiatives DevSecOps semblent s'installer progressivement dans la plupart des DSI. En effet, près de la moitié des répondants qui ont déclaré qu'ils allaient investir en cette voie à court ou moyen terme, ce qui atteste d'une nouvelle prise en considération et de la légitimité nécessaire pour être en conformité avec les différentes réglementations. Quelques points clés de l'étude à retenir. Bien que 69% des répondants rencontrent des incidents de sécurité, ils ne sont que 32% à les intégrer du début à la fin de leur projet. Le manque de ressources, de compétences et de budget sont les principaux freins à une démarche 100% DevSecOps, ce qui est confirmé par le fait que plus de 85% des répondants ne pratiquent jamais ou très peu des audits de sécurité en externe. Les répondants perçoivent très bien les avantages d'une initiative DevSecOps, surtout pour le respect des exigences de sécurité et de conformité, à 82%. Et près de la moitié des répondants va investir dans cette initiative à court-moyen terme, ce qui atteste d'une nouvelle prise en considération et de sa légitimité pour la mise en conformité et le retour sur investissement des développements applicatifs. Quelques recommandations stratégiques. Comme vous le savez, comme le dit l'adage, mieux vous prévenir que guérir. Donc, les principales recommandations que l'on vous propose. D'abord, il faut s'appuyer sur des équipes dédiées à la cybersécurité, avec un renfort de sociétés spécialisées, notamment pour mener des audits externes. Ensuite, il faut chercher à systématiser les tests d'intrusion, à automatiser au maximum les tests de sécurité et à prendre en compte les recommandations et les mesures correctives soulevées par les rapports d'audit. Il faut également assurer une conduite du changement auprès des équipes de la DSI sous la forme de sensibilisation, de coaching et de communication interne. Il faut également assurer la prévention au risque de sécurité par des sensibilisations et par des formations des employés pour qu'ils apprennent à reconnaître les menaces, par exemple les techniques des hackers de hameçonnage par email ou encore les techniques qui permettent l'usurpation d'identité. Enfin, il faut chercher à intégrer la sécurité dans le cycle de vie applicatif, notamment en livraison continue. Donc on va introduire des concepts comme le security by design qui sont très importants. Et dernier point, chercher au maximum à standardiser le recueil d'exigences de sécurité, créer un framework et faire en sorte que ce framework de sécurité puisse être étendu et utilisé par l'ensemble des équipes qui gèrent le cycle de vie applicatif. Merci beaucoup Nathan pour cette présentation de l'enquête de l'Observatoire DevSecOps 2019 menée par Microfocus. Je voudrais, avant de présenter la vision DevSecOps de Microfocus, juste revenir sur des questions de terminologie. On parle de DevSecOps. Ce terme qui est apparu plus récemment, en fait, a pour vocation de vraiment mettre en exergue la sécurité, la question de la sécurité dans les approches DevOps. Néanmoins, je pense qu'il est évident pour tout le monde que la sécurité est une question qui est implicite dans les approches DevOps. Donc, quand on va parler d'enterprise DevOps, de plus travailler au niveau du projet uniquement, mais au niveau de l'entreprise, et d'amener ces pratiques à plus grande échelle, ça sous-entend effectivement qu'on parle aussi de la sécurité des applications qui, comme l'expliquait Nathan, est un point crucial pour les nombreuses raisons qu'il a évoquées. Maintenant, la vision de Microfocus sur cette thématique DevSecOps est la suivante, et plus généralement sur l'approche DevOps.
La première chose, c'est que on va pas parler de Big Bang pour la majorité des entreprises. Il y a des fondations pérennes sur lesquelles on s'appuie depuis de longues années et qui vont perdurer. Donc la première chose, c'est de construire sur ce qui fonctionne, en permettant de construire des passerelles entre les anciennes technologies et les nouvelles technologies, les architectures modernes, qui vont permettre d'implémenter des pratiques DevOps de manière plus simple. Et au fil des changements, Micro Focus va également pouvoir introduire des approches DevOps sur les applications legacy. C'est des choses qu'on peut tout à fait faire au travers de notre portefeuille logiciel. Pardon. Le deuxième principe consiste à réduire au maximum les frictions opérationnelles. L'idée étant que si on veut qu'une approche DevOps soit un succès, il faut qu'on apporte de la visibilité, qu'on soit capable de mesurer ce qu'on réalise. Et il y a aussi une notion forte de collaboration, hein. L'idée étant de casser les silos, d'améliorer la chaîne de valeur, d'optimiser le time to market et donc d'arriver à produire des applications qui soient de bonne qualité, sécurisées, dans un temps record pour répondre aux besoins des métiers, aux besoins des clients. Donc ça passe aussi par de l'automatisation. L'automatisation est une thématique très importante à notre sens dans ces approches DevOps, ce qui va permettre d'accélérer en fait le cycle de vie applicatif et de réduire les erreurs potentielles au cours des différentes étapes qu'il constitue. Un point qui est extrêmement important, c'est de gagner la confiance des métiers. On est dans une approche où on va réunir les gens, les faire travailler ensemble, optimiser la chaîne de valeur. Ça veut dire ne pas sacrifier la qualité et la sécurité de chaque application. Donc, en fait, on parle de DevSecOps, c'est très important parce que autant la sécurité, je dirais, n'est pas remise en question dans les approches DevOps en général, qu'on parle de tests, qu'on parle de vérification à tous les niveaux du cycle applicatif. La sécurité en fait partie intégrante, on l'a largement évoqué pendant ce webinaire, et il faut vraiment insister sur le fait qu'on va pouvoir l'intégrer dans les pratiques de développement agile et dans les approches DevOps. Enfin, les approches DevOps dans leur ADN ont en fil rouge en fait l'amélioration continue. Donc améliorer les résultats. On peut faire des erreurs. Les erreurs vont pas forcément être des échecs, mais vont permettre de s'améliorer. Et ça va passer par l'analyse d'un certain nombre de métriques. Donc il faut mettre en place des feedback loops. Il faut être capable de collaborer entre les équipes pour améliorer les processus, améliorer l'outillage et s'assurer que ce qu'on va livrer va être de la meilleure qualité et complètement sécurisé. Donc la vision DevSecOps de Micro Focus, c'est celle-là. Maintenant, pour revenir rapidement sur qui est Micro Focus, peut-être certains l'ont pas en tête, mais c'est l'union de Micro Focus et de la division logicielle de Hewlett Packard Enterprise qui est survenue en septembre 2017, donc qui dispose d'un portefeuille logiciel extrêmement vaste, qui va permettre de couvrir vraiment toutes les étapes des approches DevOps et de vous accompagner, vos équipes, vos processus en vous mettant à disposition un outillage qui va apporter de la valeur. Donc on va s'intégrer avec des solutions open source, des solutions éditeurs, et on va pouvoir travailler de la planification, apporter de la gouvernance sur les approches DevOps, en passant par les phases de développement, de test, en travaillant sur la qualité et la sécurité de manière continue, et sur tout ce qui est déploiement, livraison applicatif, en accélérant via l'automatisation et l'orchestration, jusqu'à la production, où on va pouvoir effectivement accroître la fiabilité de vos services et s'assurer que les approches DevOps sont implémentées avec succès grâce à l'étendue et à la profondeur de notre portefeuille logiciel. Alors, je vais repasser le micro à Zénat pour la partie questions-réponses. Merci Guillaume et merci Nathan pour cette belle présentation des résultats de l'Observatoire DevSecOps. Effectivement, nous avons quelques questions sur la chatroom. Donc la première question, quelles sont les différentes sources possibles de vulnérabilité de l'entreprise ? Oui, donc c'est Nathan qui reprend. Je vais essayer de synthétiser ces principales sources. Alors vous avez d'abord le malware. Donc le malware, c'est un terme générique qu'on utilise pour désigner l'ensemble des logiciels indésirables en opposition au software.
Vous avez également le virus. Donc le virus, c'est un logiciel informatique qui va se répandre d'ordinateur en ordinateur, donc qui va contaminer les ordinateurs. Et donc, par le biais de cette propagation, il va potentiellement altérer les données, voire créer un certain nombre de vulnérabilités supplémentaires. Vous avez également le ver, qu'on appelle en anglais le worm. C'est un petit fichier exécutable. C'est une méthode de propagation qui est un peu différente de celle des virus. C'est beaucoup plus simple qu'un virus, il n'y a pas vraiment de mécanisme compliqué pour que la reproduction se fasse. Et donc le ver va utiliser tous les moyens du réseau pour se propager, par le biais des mails, par le biais du web ou par le biais de certains services internet comme le FTP. Vous avez également les trojans, donc les chevals de Troie, qui sont des logiciels qui vont s'installer à l'intérieur de votre ordinateur et qui vont ensuite, entre guillemets, surveiller un petit peu tout ce que vous faites et éventuellement récupérer des informations confidentielles. Vous avez également les dénis de service qui sont des attaques qui visent à rendre une application informatique incapable de répondre aux requêtes. Donc on va en fait saturer des serveurs par le biais de ces attaques et donc effectivement créer une vulnérabilité importante pour le système informatique de l'entreprise. Et puis le dernier, peut-être la dernière source de vulnérabilité que je peux citer qui est vraiment liée au facteur humain, c'est l'usurpation d'identité. Vous avez notamment en France et à l'étranger beaucoup d'entreprises qui sont victimes de ce qu'on appelle l'arnaque du président, où vous avez un tiers qui va usurper l'identité d'un collaborateur. D'ailleurs, dans un cas sur trois, l'attaque ne peut pas être déjouée, et donc grâce à cette usurpation, eh bien, vous allez potentiellement pouvoir éventuellement faire des demandes de virement et donc créer un préjudice financier très important pour l'entreprise. Je repasse la main peut-être à Guillaume. Merci. Il y a une deuxième question qui est également arrivée sur la chatroom. Que propose Micro-Focus en matière de DevSecOps? Alors, vraiment très rapidement, et je pense que après ça peut demander un peu plus de temps pour rentrer dans le détail, mais je vais déjà parler de la partie vraiment sec dans DevSecOps. Micro-Focus, c'est le seul éditeur aujourd'hui à proposer une approche complète. Donc SAST, Static Application Security Testing, DAST, Dynamic Application Security Testing, et qui peut aller jusqu'au YAST si en plus on ajoute des agences sur les serveurs d'application et aller vraiment jusqu'au code applicatif. Et RASP en production, Runtime Self Application Protection. Donc ça va permettre d'adresser l'ensemble du cycle de vie. Sur la première thématique, SAST, l'analyse de code que Nathan a largement évoqué pendant la présentation des résultats de l'enquête. C'est quelque chose qui va vraiment répondre au plus tôt dans le cycle de vie en s'intégrant avec les environnements de développement, avec les chaînes de CI/CD, intégration continue et livraison continue, et permettre d'adresser la problématique de sécurité applicative très tôt dans le cycle de vie pour réduire justement l'impact des anomalies une fois qu'on passe en production. Après, la partie DAST va permettre de travailler sur l'aspect dynamique, donc test de pénétration également évoqué pendant la présentation. Donc on a cette offre complète sous l'appellation Fortify, mais après de manière plus générale, on va pouvoir s'intégrer avec notamment notre offre ALM Octane qui va permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie et d'avoir cette visibilité sur toutes les activités liées à la sécurité des applications de manière centrale, collaborative. Donc c'est vraiment très synthétique parce que on n'a pas énormément de temps, mais ça permet de donner un premier aperçu de ce que Micro-Focus peut proposer sur cette thématique de SecOps. Cette présentation des résultats de l'Observatoire DevSecOps 2019. Merci à tous pour votre participation. Nous ne manquerons pas de répondre aux autres questions par email. N'oubliez pas de télécharger la présentation dans le module Handout en bas à droite et votre avis compte également. Donc n'oubliez pas de remplir la fiche d'évaluation qui va s'afficher juste après le webinaire. Et pour plus d'informations, on vous invite à regarder la page Enterprise DevOps sur le lien qui s'affiche juste sur l'écran. Voilà, donc on finit ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Très bonne journée et à bientôt. Au revoir.